C'est officiel, la Russie a gagné la guerre contre l'Ukraine. Comment la Russie a réussi ce tour de force? Est-ce l'échec de l'Occident dans son ensemble? Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines à venir? Vous saurez tout avec l'analyste politico-stratégique Xavier Moreau. Vous êtes sur Géopolitique Profonde. Allez, générique! Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler de Russie, d'Ukraine. On va faire même une spéciale semaine en Russie, parce qu'il y a aussi des élections qui se passent, donc on va en parler toute la semaine. Mais là, je reçois quelqu'un que vous aimez tous, que vous adorez tous d'ailleurs, et qui vient directement de Russie. Il est venu de Russie pour nous voir, nous, quasiment en exclu. Et je le remercie pour ça. C'est notre ami Xavier Moreau. Xavier Moreau qui vient d'écrire cet excellent livre « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ?» Voilà, il s'avance. Pourquoi la Russie a gagné? Les patrons de Stratpol, vous pouvez le voir tout le temps, tous les jours quasiment sur Odyssée. C'est quand même gonflé ce titre. Pourquoi la Russie a gagné? En fait, le titre, je l'avais choisi en juin 2022. Et je devais le publier en août 2022, mais j'ai été recruté en tant qu'agent du Kremlin enfin rémunéré par RT en français. Enfin, c'était RT France, c'est devenu RT en français. Et donc, en fait, comme je fais une émission de géopolitique par semaine et que c'est moi qui fais mes scripts, c'est un script de géopolitique par semaine, il faut quand même le fournir. Donc, j'ai mis plus de temps à l'écrire, et ce qui n'est pas plus mal parce qu'en fait, tout ce que je disais à l'époque, maintenant, je peux mettre en illustration des liens avec le New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post, Bloomberg, qui ne sont pas a priori des agents du Kremlin. Et même la presse ukrainienne, en fait, quand on la lit. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là? En fait, en tant qu'historien et passionné de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, il y a un consensus chez les historiens, c'est que Hitler avait perdu la guerre, en fait, en septembre 1939. C'est facile à dire maintenant, mais en gros, quand on fait une analyse du potentiel du Troisième Reich à cette époque-là, on s'aperçoit que Hitler se trompe sur des tas de choses. Diplomatiquement, il est persuadé que tôt ou tard, les Anglais vont devenir ses alliés. C'est dans Mein Kampf, je le cite d'ailleurs. Alors, de la même manière que les Occidentaux sont persuadés que l'alliance avec la Chine de la Russie ne tiendra pas. Bon, aujourd'hui, tout le monde a compris que ça allait tenir. Ensuite, du point de vue militaire, le Troisième Reich sous-estime considérablement la Russie, en s'imaginant que c'est un pays qui va s'écrouler parce qu'il est dirigé par les judéo-bolcheviks et que dès qu'on va rentrer dedans, ça va s'écrouler. Donc évidemment, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc militairement, du point de vue militaro-industriel également. Donc en fait, c'est une analyse du potentiel à ce moment-là. Et donc quand on fait cette analyse de l'Ukraine face à la Russie, évidemment que l'Ukraine a perdu. Mais là aussi, l'analyse de l'Ukraine, même si elle est soutenue par l'OTAN, ce qui démarre en fait mi-avril, à partir du moment où les négociations échouent. Et là, en analysant en fait le potentiel économique de la Russie, le potentiel militaro-industriel de la Russie, on s'aperçoit que l'OTAN ne peut rien faire contre elle. Et c'était déjà clair à l'époque. Donc en plus, le domaine militaro-industriel, je le connais un peu, y compris côté français et côté russe. Donc par exemple, la question des munitions, quand on entendait que la Russie allait manquer de munitions, c'était tout simplement idiot. Mais justement, comment t'expliques cette analyse erronée de l'Occident vers la Russie? Alors, je pense qu'il y a du racisme. Il y a un racisme notamment anglo-saxon, très anti-slave. Donc, il les considère comme des sous-hommes, qui reprend d'ailleurs certains traits du racisme germanique du Troisième Reich, précisément, contre les Slaves. Je pense qu'il y a aussi le fait que c'est un empire du mensonge
et que en fait, on voit très bien, je le démontre je pense assez clairement, c'est-à-dire que les cabinets qui conseillent le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le ministère des Finances de notre cher Bruno Le Maire, disent ce que les ministères veulent entendre, et pas ce qui est. Et par exemple, si vous voyez, par exemple, l'IFRI est sous contrat avec l'Institut français des relations internationales, avec le ministère des Affaires étrangères, s'il commence à expliquer que en fait, l'économie russe a utilisé les sanctions pour rebondir, pour faire un saut qualitatif dans le domaine agricole, dans le domaine de l'agroalimentaire, donc avec les domaines annexes, c'est-à-dire par exemple les machines-outils agricoles, etc., le ministère des Affaires étrangères va vous dire que vous êtes pro-russe. Et c'est pareil dans l'armée. Je prends un exemple très clair. Un attaché militaire français à Moscou qui a fait des comptes rendus, des conférences en disant que l'armée russe était rigide, corrompue, ce qui était techniquement impossible. Parce que s'il y a peut-être de la corruption dans l'armée russe, c'est pour l'emploi des femmes de ménage, de la vaisselle et de... voilà. Mais le complexe militaire-industriel russe est à 98%, 95% contrôlé par l'État. Donc l'État ne va pas donner un pot de vin à un général pour qu'il adopte votre matériel. Donc des choses qui sont fausses, mais qui étaient celles que voulaient entendre les ministères de tutelle. Et donc en fait, tout le monde a menti. Et c'est un peu ce qu'on observait à la fin de l'URSS, d'ailleurs, dans les années 80. C'est-à-dire, tout le monde ment à tout le monde, et finalement, vous donnez à votre hiérarchie les mensonges qu'ils ont envie d'entendre. Et ça, c'est bien quand vous êtes en circuit fermé, mais quand vous commencez à vouloir faire la guerre à la Russie. Je suis persuadé qu'entre Bruno Le Maire dit début mars 2022, nous allons provoquer l'effondrement de la Russie, je suis persuadé qu'il le croit. Et je montre d'ailleurs quel est le cabinet qui lui a conseillé, un certain Philippe Martin, qui avait fait sur un modèle mathématique, on serait cru pendant le Covid, que ça coûterait, si on se privait des hydrocarbures russes, ça allait coûter 0,3% du PIB. J'avais téléchargé d'ailleurs son truc. C'était une espèce de jargon. En fait, d'après ce que j'ai compris, il disait en fait, quand on achète et qu'on revend des hydrocarbures russes, ça nous coûte tant. Donc, ça veut dire qu'on touchera moins de taxes sur les hydrocarbures. Mais le fait que ça va augmenter tous les coûts de production industrielle, que ça va provoquer une instabilité sur les marchés de l'énergie, etc., c'est pas du tout pris en compte. Et donc, Bruno Le Maire, je pense qu'il a lu juste le titre du rapport, et il a sorti ça. Le problème, c'est que, donc, il dit ça, il le dit sur BFM Business début mars. Et fin avril, il dit stop, je m'ai trompé. Finalement, ça sera moins 2 points de PIB. Et c'est comme ça dans tout le domaine. Et là, aujourd'hui, on est dans le domaine militaire. Vous avez le général Chauvency sur LCI qui a sorti, oui, qu'est-ce qu'on va envoyer ? On peut envoyer 15 000 hommes. Les Ukrainiens, ils sont 1 million, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est pas avec nos 15 000 hommes... on va en parler très vite, mais avant ça, je vais faire le tour de table avec les invités qui sont en plateau avec toi. Tu as à ta droite notre ami Patrick Pazin, éditeur, patron de Novi Mondi. Tiens, montre les bouquins là que tu... as écrit un excellent bouquin, Guerre en Ukraine. La responsabilité criminelle de l'Occident. Montre-le plutôt comme ça, voilà. Tiens, voilà. La responsabilité criminelle de l'Occident. Et puis j'avais publié... Faïna, tu l'as reçu, voilà, qui a 15 ans et qui habite le Donbass. Et qui est... comment dire, les Ukrainiens veulent la condamner à mort. Oui, elle est sur la liste du site Mirodvorets. Alors qu'elle a 15 ans. Oui, elle y est depuis l'âge de 12 ans. Et en fait, ce site liste tous les ennemis de l'Ukraine à abattre. D'ailleurs, notre ami Xavier Moreau est dessus. Tucker Carlson. Normal. Et Christelle Néant aussi. Christelle Néant, évidemment. Anne-Laure Bonnel, enfin, tous ceux qui ont... Et même, d'ailleurs, c'était étonnant, Ségolène Royal, à un moment, elle a eu une position plutôt mesurée, disant, mais peut-être qu'il faudra écouter la Russie. Enfin, elle a dit quelque chose comme ça. Ça n'a pas loupé. Dans la semaine qui a suivi, elle était sur le site Mirodvorets, les ennemis de l'Ukraine à abattre. Je trouve fou quand même qu'on veuille abattre une gamine de 12 ans, juste parce qu'elle a écrit des poèmes, des livres. Oui, mais elle les a écrits en russe. Ah oui, c'est un crime de lèse-majesté. Et elle a participé à des concours de littérature russe. En tout cas, merci à toi d'être présent ici. Merci pour ton invitation. Plaisir. En face, nous avons notre ami l'avocat maître Philippe Deveul, qui revient de Moscou. Voilà, frais et bronzé. Bronzé. Alors, comment c'était Moscou ? Tiens, par rapport à Paris, comment c'est Moscou ? Tiens. Ça n'a rien à voir. À Paris, on est vraiment dans une ville qui se tiers-mondise, qui est sale, qui est dangereuse, insalubre, enfin, un enfer. Et puis vous avez Moscou, qui est une ville dynamique, propre, efficace, pas d'insécurité. Bon, alors vous allez dire, mais oui, mais c'est une dictature. Je veux bien. Comme
disait notre ami, on soutient la démocratie, l'Ukraine, justement, qui émettent des listes pour abattre les gens. Et c'est ça qu'on dit, nos valeurs qu'on va défendre des pays qui défendent des valeurs nazies, quoi, fascistes. D'ailleurs, les services secrets ukrainiens disent qu'ils tuent les gens. Il y a eu déjà des politiciens ukrainiens qui ont été tués parce qu'on les sentait trop pro-russes pour négocier une paix ou un cessez-le-feu. Il y en a eu 2 au début du conflit, et puis aussi 24 personnalités russes qui ont été tuées, revendiquées par les services secrets. Donc du coup, ça change de passer de Paris à Moscou, quoi. Ah, ça n'a rien à voir. Mais c'est un autre monde. Qu'on le dise d'une manière ou d'une autre, voilà, on est catalogué poutinolâtre. Moi, je suis désolé, à Moscou, il y a des gens qui sont pour Poutine et d'autres qui ne sont pas pour Poutine. Et quand on vous dit ici que Poutine est un centriste, on ne vous croit pas. Il y a des gens qui sont à son extrême droite et puis des gens qui sont à son extrême gauche. Et d'ailleurs, Poutine temporise les choses. Et il était pressé pour faire l'opération spéciale parce qu'il avait une pression pas possible. Parce que les gens disaient, mais pourquoi il n'intervient pas pour sauver les russophones du Donbass ? Et donc, il a fait les choses un peu poussées parce que justement, il y avait des décrets, il y avait un décret de Zelensky pour récupérer la Crimée en 2021, et il y avait les troupes ukrainiennes qui se préparaient à bombarder le Donbass, des populations civiles. Donc ce sont les valeurs pour lesquelles on veut engager la France. On veut engager la France dans un conflit contre la Russie, ce qui entraînerait évidemment un conflit, la Troisième Guerre mondiale. Et c'est la première fois d'ailleurs dans son histoire depuis 2000 ans que la France se met en position de danger mortel. Parce que si jamais on entrait dans un conflit avec des troupes au sol, on ne pourrait pas arrêter l'engrenage. Moscou, Poutine a été clair là-dessus. Donc si on veut jouer à ce jeu-là, il faut continuer. D'ailleurs, j'aimerais offrir des livres d'histoire à notre président pour lui rappeler que Napoléon, qui était un véritable militaire, qui était au contact avec ses soldats officiers d'artillerie, il est allé jusqu'à Moscou. Il est revenu en boitant. Il y en a un autre aussi qui connaissait la guerre, qu'il avait faite pendant la Première Guerre mondiale, et puis ensuite qui avait envahi l'Europe, et qui est allé aussi, qui a voulu aller à Moscou. Il a fini, il s'est mis une balle dans son bunker comme Adolf Hitler. Donc, j'aimerais qu'on revienne un peu à la réalité des choses. La Russie n'est pas notre ennemi. C'est un pays qui a des vues différentes que les nôtres. Ils ont des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres, mais ce n'est pas un ennemi. Quand je sors de chez moi, je ne suis pas menacé par un missile russe. C'est un peu le ministre des Affaires étrangères qui dit officiellement la Russie nous attaque. Alors moi, je leur conseille, il y a Majax qui est un très bon magicien, mais je crois que même Majax est au-dessus, je crois qu'il faudrait qu'il aille chercher Garde Simor. Ouais, voilà. Il n'est plus de ce monde, malheureusement. Ouais, mais bon, c'est tellement le niveau est ridicule. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, cher maître Philippe Deveul. Et à la droite, nous avons Philippe Perlin, économiste qui écrit sur le Bitcoin. Et justement, tiens, l'édito aujourd'hui, ce sera sur le Bitcoin. Et oui, parce que le Bitcoin bat des records. Ah là là, ben voilà. $, et même en euros. Écoutez, Philippe Perlin. Il a battu son record, donc on va en parler tout à l'heure. Il faut écouter. Pourquoi est-ce qu'il faut en acheter, etc. Il faut encore en acheter. On va en parler. On va encore en parler. Mais tiens, justement, le fait que notre ami Philippe Deveul nous dise que voilà, il y a un vrai différentiel entre Moscou et Paris, c'est surprenant, non ? Oui, alors, moi je suis pas allé à Moscou, donc, mais je vois Paris se dégrader d'année en année, quoi. Donc, même le centre. C'est effrayant. Alors moi j'habite dans le 7e arrondissement, qui est encore préservé. Je pense que ce sera le dernier bastion à tomber, parce qu'il y a plein de ministères, il y a plein d'anciens ministres qui vivent dans le 7e, donc c'est encore protégé. Et la diversité, c'est pas pour eux. Il n'y a pas de diversité. C'est pour la... On appelle ça chance pour la France. Il y a eu quand même quelques vols dans le 7e. Je crois qu'il y avait une députée qui avait été agressée. Bien sûr, et LRM, voilà, il y en a quand même. Mais c'est pas les arrondissements 18e, 19e, 20e. Et même ça change. Même le 7e, je remarque. Le 7e un jour va tomber, donc je trouve. J'irai peut-être habiter à Moscou. Alors
je sais pas. Peut-être. Tranquille, voilà. C'est peut-être ça la solution. Donc on va passer au débat, à l'entretien impertinent. Mais avant ça, soutenez Géopolitique Profonde. N'hésitez pas à faire des dons. Cliquez sur rejoindre en dessous de la vidéo. Voilà, rejoindre. Comme ça, vous aurez en plus des vidéos en avant-première. Ou alors sur le super chat en commentaire. N'hésitez pas à nous soutenir. Nous faisons des émissions tous les jours pour vous et on vous amène des invités de très haute qualité. Donc continuez si vous voulez encore avoir ces émissions. Dis-moi, chers amis, quand t'entends nos amis autour de la table dire ce qu'ils se disent, voilà, Monsieur Macron met la France en danger, qu'est-ce que tu te dis Je ne suis pas persuadé comment ils mettent la France en danger. Je pense qu'il fait un calcul à 3 jours d'avance. Donc il était dans une mauvaise passe avec le salon de l'agriculture. Il fallait parler d'autre chose. Et donc il a parlé d'envoyer des troupes. C'est que de la com je pense. Alors il y a plusieurs choses. Bon, déjà, là je vous renvoie à mon bouquin d'avant, le livre noir de la gauche française et la guerre. Il est l'héritier d'un mouvement politique qui est né avec la Révolution en avril 1792, qui a prétendu vouloir libérer les peuples d'Europe des tyrans. Donc, et qui, pour ça, a mis l'Europe à feu et à sang jusqu'au traité de Vienne en 1815. Donc ça, c'est un peu son idée. C'est l'idée générale, c'est son idéologie. Après, il fallait qu'on parle d'autre chose que du salon de l'agriculture. Et ça a marché. Plus personne ne parle du salon de l'agriculture. Tout le monde parle de la Troisième Guerre mondiale. Et enfin, il y a quelque chose de plus subtil qui a d'ailleurs été bien analysé, je crois que c'est dans le Times, où en fait, il a une grosse pression de la part de Scholz pour faire plus au niveau armement pour l'Allemagne. Parce qu'en fait, la France n'a pas fait grand-chose. Elle a livré des vieux véhicules, donc des VAB, notamment les MX-10 RC, donc qui sont des vieux blindés d'infanterie légèrement protégés, pour ne pas dire quasiment pas protégés, avec un vieux calibre, avec des munitions de 105 mm qui sont typiquement françaises. Et il a envoyé ça donc au printemps 2022 en disant « Oui, on est les premiers à envoyer des chars, pourquoi les autres ne le font pas ?» Et donc Scholz, qui n'avait pas trop envie d'y aller, a dû le faire. Sauf que lui, il a envoyé des vrais chars, des Léopard 2, alors de différentes générations, il y en a pour tout, qui en plus se sont fait complètement carboniser l'été 2023. Donc c'était une très mauvaise publicité pour Rheinmetall. Et en fait, nous, ils se sont aperçus qu'en fait, les Ukrainiens ont commencé à utiliser le 10 RC, qui s'est fait percer immédiatement. Ils l'ont retiré du champ de bataille. À côté de ça, on n'a pas de munitions. Donc le rapport du 17 février 2022, rapport parlementaire qui avait été bien fait, dit, en gros la conclusion c'est qu'on a, en guerre de haute intensité, on a 4 jours de munitions, on n'est pas capable d'en fabriquer de manière industrielle, on a tout d'un coup découvert qu'on ne produisait pas de poudre à canon, et donc le grand projet de Le Cornu c'est de pouvoir fabriquer en 2025 suffisamment de poudre à canon par an pour fabriquer 80 000 obus, c'est ce que les Russes tirent en 3-4 jours. Et là, c'est pareil, les chiffres qu'on donne, c'est tout simplement délirant. Le Cornu a annoncé on va passer de 1000 obus par mois à 3000. Et 3000, c'est ce que tirent les Russes au petit déjeuner, vous comprenez ? À un petit déjeuner. Donc, en fait, on n'a pas fait grand-chose parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'en plus, on n'a plus de ligne de production de chars. Au moins, les Allemands, ils peuvent se remettre à produire des chars. La France ne manque pas de poudre. Parce qu'elle a la poudre de perlimpinpin. Je la sors là. Moi, c'est pas cette poudre-là que je... Celle-là, on a beaucoup de stock. Quand même pas mal. C'est pas cette poudre-là que je... Celle-là ne sert à rien, alors. Donc, en fait, c'est ça. Il était sous la pression de Scholz. Et donc, il s'est dit, puisque c'est comme ça, je vais proposer un truc encore plus délirant. Je vais dire, il faut envoyer des troupes. Et alors évidemment, peut-être qu'il n'avait pas prévu aussi la réaction, qui à mon avis d'ailleurs a dû faire beaucoup de peine aux Kieviens. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, y compris la Pologne, à part les Baltes, mais bon, les Baltes, au niveau militaire, bon, c'est juste une blague, y compris la Pologne, a dit mais non, nous, il est hors de question qu'on y aille. Et tout le monde a dit il est hors de question qu'on y aille. Et là, j'ai vu que finalement, il avait dit qu'il n'était pas question. Voilà. Après, il y a comment dirais-je, hier, Politico a sorti un article dans lequel ils disent que selon des sources autorisées, le général Bucard, qui est le chef d'état-major de l'armée française, a émis la possibilité il y a quelques semaines devant ses homologues de dire pourquoi pas envoyer des troupes. Moi, je pense que ce à quoi il pense, c'est d'officialiser la présence des troupes françaises. C'est ça un peu l'idée, ce qu'on le fait pas. Parce qu'il y a
Comme l'a dit Scholz, il y a déjà des Anglais, il y a déjà des Français, puisqu'on a livré des matériels assez techniques, puisque bon, le César, c'est quand même, ça fait partie des choses qui ont été... On n'a pas beaucoup livré, mais c'est très efficace. Des systèmes antiaériens, et évidemment que les systèmes antiaériens, c'est 1 an de formation. Donc si jamais dès qu'on les envoie, dès que les Américains envoyaient les Patriotes, ils étaient immédiatement opérationnels. Ça veut dire qu'ils étaient manœuvrés par des Allemands ou des Américains qui sont capables de les utiliser. Donc je pense qu'on s'agit plutôt de ça, mais je pense avant tout, c'est du Macron. Mais comment ça se passe aussi sur le terrain? Enfin, mettons Macron de côté, parce que de toute façon, Macron, on va dire qu'il a pas... Il va dire le contraire de ce qu'il a dit dans une semaine. Voilà, déjà, il est comme ça. Puis en plus, on ne peut pas dire qu'il soit leader dans ce conflit, même au niveau même du camp occidental. Mais qu'est-ce qui fait dire que voilà, l'Ukraine a perdu? Parce que le grand public... qu'est-ce qu'il dit? Il se dit, bon, la guerre continue parce qu'il n'y a pas eu d'armistice, il n'y a pas eu de drapeau russe, je sais pas moi, sur la présidence, sur le toit de la présidence de Kiev. Qu'est-ce qui fait dire que l'Ukraine a perdu? Il y a le rapport de force sur le front économique, il y a le rapport de force sur le front militaire, et il y a aussi le fait que tout ce sur quoi misaient les Occidentaux, je pense notamment aux Anglo-Saxons, c'est-à-dire l'effondrement de l'économie russe, ne s'est pas produit. Non seulement elle ne s'effondre pas, mais elle se transforme. Elle a finalement un seul véritable problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'elle est à la limite de la surchauffe, parce qu'elle en profite pour remplacer les importations. Elle fait en fait maintenant ce qu'elle a fait en 2014-2015, où elle était le premier importateur de cochons au monde. Ils sont devenus exportateurs 4 ans après. Donc elle s'adapte, donc ça c'est raté, et ça je pense que c'était le plan initial. C'est-à-dire que j'imagine pas qu'au Pentagone ou au ministère de la Défense anglais ou français, on ait un jour imaginé que l'Ukraine puisse l'emporter. En revanche, l'espoir, c'est qu'on va mettre des sanctions comme ils n'en ont jamais vu, c'est ce qu'avait dit Victoria Nuland, et donc il suffit que l'Ukraine tienne entre 3 et 6 mois, l'économie russe va s'effondrer, la foule va descendre dans la rue, Navalny sera président, et il va découper l'Ukraine en... Ils ont joué du violon. Croire ce scénario, c'était être un oui, fou, mais c'est malheureux. Ils le croyaient pour les raisons que j'évoquais au début de cet entretien, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont, par racisme, on peut le dire, par ce que j'appelle la pensée magique, c'est-à-dire qu'ils ont voulu croire, comme, je ne fais pas de réduction ad Hitlerum, c'est un mécanisme que je décris, je ne compare pas du tout l'Européenne ou l'OTAN au Troisième Reich, mais finalement, cette pensée magique-là, on la retrouve également. Ils ont cru qu'ils avaient une avance technologique sur la Russie, comme Hitler pensait qu'il allait changer la donne avec ses Messerschmitt 262, ses V2, alors qu'en fait, quand vous avez des masses industrielles comme celles des États-Unis ou de l'Union soviétique, c'était évidemment qu'il avait perdu d'avance. Donc ils ont cru tout ça, ils ont cru aux armes magiques. À chaque fois qu'ils avaient livré un nouveau truc, c'était le game changer, voilà. Et en fait, finalement, non, oui, bon, ça complique un peu les choses pour les Russes, mais ils sont capables de s'adapter. Et aujourd'hui, quand on regarde le bilan, quand on regarde, y compris les chiffres que l'OTAN donne soi-même, ou qu'on trouve également du côté ukrainien, par exemple les pertes ukrainiennes, il y a l'ancien procureur général d'Ukraine qui s'appelle Lutsenko, qui a annoncé en janvier 2024 qu'il y avait eu 500 000 morts et blessés graves. Donc ce n'est pas les Russes qui l'ont dit. C'est un député bandériste pro-Poroshenko de l'administration d'avant, le procureur général, qui d'ailleurs dit qu'il faut dire la vérité aux Ukrainiens, comme ça ils vont se mobiliser et ils vont joindre. Donc aujourd'hui, quand on regarde tout le plan, on s'aperçoit que donc, économiquement, la Russie en fait, a une croissance insolente. On s'aperçoit, en plus, c'est une croissance saine, c'est-à-dire qu'elle produit quelque chose. Nous, on peut imprimer de la monnaie, mais on ne peut pas imprimer des chars et des soldats. On s'aperçoit qu'on est, du point de vue militaire-industriel, on a atteint nos limites, y compris Washington. Ça, c'était là, peut-être même pour moi une surprise. Je ne pensais pas qu'ils l'atteindraient si vite. Mais eux-mêmes ont découvert qu'ils ne produisaient plus de poudre à canon. Eux-mêmes. C'était dans le Wall Street Journal. Donc on a découvert tout d'un coup que le sous-investissement, la financiarisation de l'économie avait ses limites. Et donc on peut plus vraiment... on peut prolonger la guerre encore un petit peu, si jamais, par exemple, finalement, les 60 milliards promis sont donnés, mais ça va pas être miraculeux. Et surtout, on découvre, et c'est ce qu'a dit le général Chauvency sur LCI, c'est que on peut envoyer 15 000 hommes. Oui, mais du coup, cette défaite, c'est surtout la défaite de l'Occident. Ouais. Et c'est peut-être l'accélération de la dédollarisation. Donc, les Occidentaux, ils ont avoir réfléchi comme ça, c'est j'ai commis en 2022 quelques erreurs d'analyse parce que j'étais trop rationnel. Et par exemple, le fait de sanctionner sur le SWIFT, sur le dollar,
ça ne faisait qu'accélérer un mouvement de dédollarisation qui était déjà en route. En plus, avec les nouvelles technologies, mais là, je laisserai mon voisin en parler, mais il y a des tas de manières aujourd'hui qui ont immédiatement été utilisées, à commencer par votre serviteur dans les PME russes, c'est-à-dire les crypto-monnaies, la blockchain. Tout de suite, on a entendu d'ailleurs, y compris Vladimir Poutine, parler de solutions grâce aux nouvelles technologies, la blockchain. Pourquoi pas le Bitcoin quand il aura atteint la masse critique. Donc immédiatement, en fait, on s'est aperçu qu'on était passé à un âge technologique qui faisait que prendre les décisions qui ont été prises contre le SWIFT, donc le système de transfert interbancaire eh bien, ne serait qu'un accélérateur de la dédollarisation. Et c'est pour ça aussi que j'y croyais pas. Je me suis dit, ils vont pas faire ça. Et en fait, s'ils l'ont fait, parce qu'encore une fois, ils ont cru que l'économie russe allait s'effondrer. Mais du coup, la victoire russe, les conséquences pour la France Alors, moi, je pense que les conséquences peuvent être positives. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'on a abandonné notre souveraineté pour la paix et la prospérité. C'est ce qu'on nous a promis avec l'Union européenne. À chaque fois, dès qu'on est eurosceptique, oui, mais s'il n'y a pas l'UE, c'est la guerre. Donc là, on a l'UE, c'est l'UE qui fait la guerre. Donc je pense que c'est la conclusion d'ailleurs c'est mon dernier chapitre. Je dirais qu'allons-nous faire de la victoire russe ? La Russie va amener une victoire contre l'hégémon, comme les Spartiates ont amené une victoire contre Athènes et a de facto libéré les cités grecques. Mais Sparte ne l'avait pas fait pour ça, et les Russes ne le font pas pour ça. Les Russes s'intéressent de moins en moins à l'Europe. Mais la vérité, c'est que la défaite de l'Occident, enfin en tout cas des superstructures étatiques occidentales de l'hégémon américain, c'est-à-dire l'OTAN et l'UE, va peut-être pouvoir déclencher un sursaut en se disant, après tout, on avait sacrifié notre souveraineté au nom de la paix et de la prospérité, on a eu la guerre et la pauvreté. Est-ce que c'est pas le moment de remettre ça en cause, de remettre en cause l'Union européenne même Toi, de l'extérieur, tu penses que les gens vont réfléchir comme ça ? En France, je vois pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les grosses listes des européennes. C'est pas au programme. Du côté de l'Allemagne, par exemple, et l'Allemagne, c'est quand même la première puissance économique européenne pendant encore quelques temps, malgré le grand déménagement de l'industrie, je vois l'alternative für Deutschland, je vois la tête de liste de l'alternative für Deutschland, c'est un ultra-national conservateur, contre l'avortement d'ailleurs, qui veut reboucher Nord Stream 2, qui était contre les sanctions contre la Russie, contre la livraison d'armes, qui veut réindustrialiser l'Allemagne, empêcher les sociétés allemandes de migrer de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez de l'autre côté de l'échiquier politique Sarah Wagenknecht, qui elle également c'est une gauche populaire souverainiste qui n'existe pas en France. Et qui, même anti-immigrationniste, quand vous regardez. Donc je vois qu'en Allemagne, il y a des partis qui... Et en France, comment tu juges les partis français, tiens ? Très mal, honnêtement. Pour moi, là on revient à mon bouquin d'avant, c'est-à-dire ce que j'appelais les 50 nuances de gauche. Tout le monde a finalement assumé les idées, l'idéologie qui est né en 1792. Encore une fois, la monarchie était finissante en 1789, qu'elle se soit effondrée ou transformée en monarchie constitutionnelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait obtenu en 91. C'était, me semble-t-il, un peu dans le sens de l'histoire. En revanche, cette bascule dans une gauche messianique qui, à la fois, donc, quand elle est jacobine, extermine une partie de son peuple parce qu'il ne veut pas se soumettre. Quand elle est girondine, décide de commencer par lancer la guerre en Europe et puis finalement coloniser au nom du droit et du devoir des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Je crois que tout ce logiciel-là, comme on dit maintenant, a été assumé par... On n'a que des partis de gauche. Et on voit que c'est le retour de ces idéologies. Oui. Et donc, c'est le retour de l'histoire, là, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Emmanuel Macron, ils disent tous la même chose sur les sujets aussi importants que la guerre ou la paix. Madame Le Pen a fait voter pour l'IVG. La vie ou la mort. Qu'est-ce qui est plus important que la vie ou la mort, la guerre ou la paix ? Finalement, tout le monde est d'accord là-dessus. Et il n'y a pas de remise en cause. Donc, pour l'instant, je vois pas... Honnêtement, Donc, tu penses que les européennes, c'est un coup pour rien ? Je pense que le Front National va faire, le Rassemblement National va cartonner, mais Jordan Bardella se pâmait quand il voyait Zelensky prendre la parole devant le Parlement européen, et alors qu'il menace les sociétés françaises, quand il est passé devant le Parlement national, il menaçait les sociétés françaises. Vous en avez entendu, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, ou écoute, t'es bien gentil, on te donne de l'argent, mais tu nous menaces ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
Rien. Vraiment, Zemmour aussi d'ailleurs, le vide intersidéral politique. Alors que du côté allemand, quelqu'un comme Alexander Krah, il n'a pas sa langue dans sa poche. Sarah Wagenknecht, qui en plus est une grande oratrice, qui a plus de la bouteille politique, non plus n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, je suis moins les autres pays, pour être parfaitement honnête, mais globalement, en France, je vois pas la lumière au bout du tunnel. Il y a des petits partis intéressants, si vous voulez, mais globalement, si on parle des 4 grands mouvements aujourd'hui que j'identifie, donc il y a le Zemmourisme, le Rassemblement National, Jean-Luc Mélenchon et toute cette constellation de groupuscules de gauche, je ne sais pas trop, même pas s'ils se comprennent entre eux ce qu'ils disent. Et puis Emmanuel Macron, donc la gauche bourgeoise un peu traditionnelle. Je vois pas. Bon, on va parler de tout ça dans le grand débat. Donc n'oubliez pas, voilà, vraiment, procurez-vous ce livre, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Vraiment, je l'ai lu d'une traite, hein. Vraiment. Hein. C'est vrai que ça se lit bien, oui. Ça se lit très, très bien et très vite. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a un chapitre, bon, évidemment, t'as pensé à moi. Un sous-chapitre sur la Pologne. Voilà, mais bon, ça reste un bon sous-chapitre quand même, malgré tout. Bon, allez. Mais on va passer au grand débat. Mais avant ça, les petites annonces. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.